parmi vous qui souhaiteraient avoir le bouquin, malgré tout, on peut encore en commander quelques-uns. C'est à vous de me le dire, si vous en souhaitiez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient le bouquin et qui ne l'ont pas? Non? Bon. Bon, très bien, tant mieux si tout le monde est satisfait. Donc on va aborder ce chapitre 2 des psychoses, du séminaire Les psychoses, qui est un chapitre qui m'a paru au départ un peu vide, un peu, pas confus, mais un peu vide. Et finalement, non. Quand on le travaille, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qui sortent du chapeau. Beaucoup de lapins. Et donc, en fait, il enfle, ce chapitre. Au fur et à mesure qu'on le travaille, il enfle. Et il devient rhizomique, littéralement. Et ça part dans beaucoup de directions, notamment chez dans le socle psychiatrique, à savoir les psychiatres du début, des gens comme Clérambault, justement, Ségla, et tous ces gens-là, Kraepelin, Claude, et tous ces psychiatres d'autrefois qui constituent quand même le socle de la psychopathologie, de la psychiatrie, eh bien, ils sont présents dans ce chapitre de diverses façons. Et c'est quand même important de les rappeler. Il y a beaucoup de services de psychiatrie, d'ailleurs, qui sont nommés des noms de ces gens-là. Le service Claude, le service Falleret, le service voilà, de ces gens-là, Dupré. Alors, les gens ne savent plus trop qui c'est maintenant. Hein. C'est des noms qui sont un peu perdus. Mais c'est pas mal de les rappeler un peu. Lacan le fait. Lacan en parle, hein, de Ségla notamment. Et puis de Kraepelin, dans le chapitre là, des questions. Et de Clérambault, bien sûr, mais ça, Clérambault, on l'a déjà évoqué longuement. Donc, je vais prendre ce chapitre un petit peu dans l'ordre où je l'ai lu. Ça va me constituer mon fil un petit peu. Il est possible que je perde mon fil au bout d'un moment. C'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Mais je vais quand même là essayer de suivre un peu le fil, parce que la trame n'est pas simple dans ce chapitre-là. Donc, il faut être un petit peu... Alors, c'est un chapitre qui s'appelle « La signification du délire ». Et Lacan dit tout de suite que c'est curieux comme titre. Il dit la signification du délire. Parce que le délire, c'est précisément quelque chose auquel on ne donne pas de signification. Donc il dit qu'il y a une sorte de paradoxe là-dedans. C'est une sorte d'oxymore, quoi. Hein. C'est la signification du délire, c'est étrange comme formulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de donner un sens au délire. On peut donner un sens au titre où on peut dire, par exemple, ce délire, c'est un délire paranoïde de type schizophrénique, par exemple, hein, ou un délire paranoïaque, organisé, etc. Voilà, ça peut être un sens. Mais la signification véritable d'un discours délirant, par exemple, c'est une autre histoire. Hein, alors là, donc on ne se précipite pas pour en faire des interprétations, quoi. Enfin, il ne vaut mieux pas le faire, de toute façon. C'est ce que dit Lacan. Ne vous précipitez pas dans ce genre de travail interprétatif en regard des délirants. Et les autres non plus, d'ailleurs. Et il cite tout de suite Erasme, le philosophe Erasme. Parce que Erasme a écrit un bouquin qui s'appelle « Éloge de la folie ». Alors Erasme, c'est pas... Le nom pourrait faire croire que c'est un philosophe de l'Antiquité. Pas du tout. Hein. C'est un philosophe de la Renaissance, Erasme. Hein. De la Renaissance, Erasme. Donc il ne faut pas placer Erasme du côté d'Aristote, de Platon, du Parménide et tout ça. Non, hein, Héraclite. Non, c'est pas cette époque-là, c'est pas l'Antiquité grecque, c'est la Renaissance. C'est-à-dire, il était à cheval, Erasme, sur le XVIe et le XVe, hein, XVe siècle. C'était un philosophe humaniste qui avait une très très grande culture, voilà, et qui aimait parler aux puissants, qui aimait parler aux seigneurs, etc. Et notamment, il avait un lien avec Charles Quint, quand même pas rien, avec Charles Quint. Hein, il était une sorte de courtisan, un peu, d'une certaine façon, de Charles Quint. Charles Quint qui était quand même l'ennemi juré de François Ier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, hein, mais il y a eu des batailles incessantes
incessante entre Charles Quint et François Ier, où, il faut bien le dire, François Ier se prenait des raclées pratiquement à chaque fois, quand même, hein, de la part de Charles Quint. Et donc François Ier avait... J'ai vu des émissions à la télévision là-dessus, où François Ier avait invité en France Charles Quint dans des pompes extrêmes, dans un faste, un luxe inouï, pour l'impressionner, pour compenser un peu les défaites sur le terrain, quoi, de guerrier. Et finalement, Charles Quint n'avait pas du tout été impressionné, il était resté complètement impassible au charme du luxe à la française de François Ier. Enfin, ça, c'est une anecdote en passant comme ça. Hein. Mais c'était cette époque-là, quoi. Hein. C'était cette époque-là. Et donc, il est noté aussi dans le texte que c'est un peintre qui a été, c'est un philosophe qui a été peint par Hans Holbein. Hans Holbein, c'est un peintre néerlandais, et comme Erasme d'ailleurs. Erasme, c'était un philosophe néerlandais. Hein. On pourrait penser qu'il était grec, pas du tout, mais non, c'est néerlandais. Et donc, il a été peint par Hans Holbein, qui est un peintre de la Renaissance aussi, et qui a peint un tableau qui est très célèbre, qui s'appelle Les Ambassadeurs. Vous connaissez peut-être ce tableau très très célèbre de Holbein, qui se trouve à la National Gallery à Londres, et qui représente deux personnages politiques français. Il y a un ecclésiastique et un ambassadeur, justement, et qui sont très très richement habillés, et puis il y a plein d'objets luxueux dans la pièce où ils sont, etc. Ils ont des hermines, ils sont magnifiques, ils sont resplendissants, ils ont des décorations, etc. C'est un magnifique tableau, hein, très grand. Et donc, c'est un tableau qui, en fait, symbolise la vanité, puisque à l'avant-scène de ce tableau, si vous voulez, en avant de ce tableau, il y a une espèce de forme blanche, oblongue, et donc on se demande vraiment ce que c'est. Vous regarderez sur Internet, vous tapez sur Google « les ambassadeurs Holbein », vous allez le trouver tout de suite. Il y a une espèce de forme blanche, on ne sait pas si c'est une sèche ou quelque chose comme ça. Et en fait, Holbein a placé cette espèce d'objet énigmatique pour marquer justement la vanité des personnages, et que finalement on ne sait pas ce que c'est cet objet, et que peut-être ces personnages-là non plus, ils ne sont pas plus signifiants ou significatifs que l'objet blanc qui est en avant-scène. Et que dans leur faste, ce sont des personnages qu'on oubliera bien vite. Et effectivement, les personnages qui sont représentés dans Les Ambassadeurs, on ne les connaît même pas. Moi, ça ne me dit rien, je n'ai même pas leur nom en tête. Ils étaient importants à leur époque, mais ils ont totalement disparu de la mémoire. Alors je parle d'Holbein parce qu'Holbein, il a peint Erasme, c'est pour ça que je vous en parle. Il a peint Erasme en train d'écrire, et c'est un très très beau tableau. Moi je l'ai vu il y a longtemps, au Louvre. Il est au Louvre celui-là. Je peux même vous donner la salle où il est, c'est la salle 809, si vous voulez voir, si vous voulez voir le portrait d'Erasme en train d'écrire, c'est salle 809. Et c'est très beau, il y a une espèce de clair-obscur, un peu à la Rembrandt. C'est plus éclairé que les Rembrandt quand même. Mais c'est très très beau comme peinture. Et donc ça vaut le coup d'aller la voir. Tous les Holbein ne sont pas à Londres. La preuve. Et donc Erasme, il a écrit un truc qui s'appelle Éloge de la folie. C'est pour ça que Lacan en parle. Éloge de la folie. Et il dit que dans le fond, tout le monde est fou. Et que tout le monde est dément. Il dit ça carrément même. Hein, que tout le monde est dément et fou. Parce que, dit-il, nous sommes tous des hypocrites. Et quand il parle de ça, il vise, alors qu'il était très croyant lui-même, hein, il était très pénétré de la foi chrétienne, Erasme, et pour autant, il critiquait le clergé, les théologiens, et tout ça. Parce qu'il disait, ce sont des hypocrites qui vivent dans le faste, etc., et les commandements de l'Église, ils ne les respectent pas vraiment. Et donc, ce sont des fous, ce sont des démons, au sens où ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils disent véritablement, quoi. Hein. Et alors Erasme prend le contre-pied de ces personnages-là, et lui-même, il édicte ses propres, pas ses commandements, mais si vous voulez, ses conseils concernant la religion, etc., sa théologie à lui. Voilà. C'est ça beaucoup l'œuvre d'Erasme. Hein. Alors il y a beaucoup de correspondances aussi chez Erasme, il y a beaucoup d'adages aussi, il a écrit beaucoup d'adages, etc., des correspondances. Et puis cet éloge de la folie, où il fait parler la déesse de la folie. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la déesse de la folie, je ne sais même pas si elle existe d'ailleurs, peu importe. En tout cas, c'est elle qu'il fait parler pour dire tout le monde est dément, etc., tout le monde est fou, et en visant essentiellement le clergé, voilà, et puis aussi les puissants en général, etc., qui dit-il, sont dans une espèce de vécu
délirants et non adaptés. Mais ils ne le savent pas. Voilà, c'est un petit peu le discours d'Erasme. Donc voilà, c'est ça. Il dit dans le chapitre textuellement, Erasme fait l'éloge de l'aveuglement et de la démence. De l'aveuglement et de la démence. Voilà. Et tout ça pour ramener quand même les choses à un comportement humain normal qu'il édicte, lui, qu'il énonce, en disant ben, il vaut mieux faire comme ci, faire comme ça, en parlant plutôt quand même de la foi. Hein, parce que ça, il était très pénétré par ça, Erasme. Et Lacan rajoute une petite phrase assez marrante. Ça, c'est Lacan qui dit ça, après avoir parlé d'Erasme. Il dit « Ce serait être fou que de ne pas être fou de la folie de tout le monde. » Ça, c'est la phrase de Lacan. « Ce serait être fou que de ne pas être fou de la folie de tout le monde. » Donc Lacan était assez d'accord avec le fait, et ça on le verra un peu plus loin dans le chapitre, qu'il fallait cesser de comprendre. Il y a un autre séminaire où Lacan dit « il est urgent de ne pas comprendre ». Cesser de ramasser des pommes sous le pommier. Il dit ça textuellement, parce qu'il en a marre des gens qui disent toujours « j'ai tout compris », etc. Et je vous avais déjà raconté cette petite anecdote. Quand Lacan a fait sa thèse de médecine, puisque Lacan était médecin, il n'était pas spécialiste de psychiatrie d'ailleurs, puisque la spécialité de psychiatrie n'existait pas quand il a fait sa thèse en 1932. Il n'y avait pas de spécialité de psychiatrie. En fait, il a fait une spécialité de médecin légiste et de neurologue. Et ensuite, il a passé un concours de médecin des asiles et il est devenu chef de service de médecin des asiles, mais il n'a pas pris sa fonction. Après, il est parti, il a fondé son école, etc. Et il est parti. Donc, oui, ce serait fou que de ne pas être fou de la folie de tout le monde. Alors, l'histoire de la compréhension. Parce que la compréhension, si on prétend comprendre trop vite, eh bien, en écoutant les gens, on fait des interprétations qui sont fausses. Voilà, c'est ça un peu le commandement de Lacan. En se précipitant sur la compréhension, les interprétations deviennent totalement erronées. Parce que ce sont vos propres interprétations, c'est votre jugement, c'est vos croyances à vous que vous allez projeter sur le patient, et non pas l'intime du patient. Voilà. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle Lacan parlait très peu pendant ses séances. Hein. Il y a des séances où il ne parlait pas du tout, il ne disait pas un mot. Il y a des séances où il parlait un peu, mais il parlait très peu quand même, il parlait très peu. Il laissait les gens énoncer et il ne se précipitait pas sur les interprétations. Il en faisait des interprétations, hein. Il en faisait. Même des interprétations tactiles parfois, hein, mais rares. Rares quand même. Hein. Alors que maintenant, il y a quand même une espèce de folie de la compréhension, hein, actuellement. On est quand même dans quelque chose du côté de l'explication, de la signification. Hein. On est quand même dans une civilisation de la signification. On veut un sens à tout. Hein. Et quand vous regardez la télévision, vous avez sans arrêt des gens qui vous disent on va vous décrypter les images que vous avez vues. On voit des inondations, alors il y a un spécialiste qui vient décrypter les inondations. Comme si on était assez con pour ne pas voir que c'était des inondations, quoi. Donc il y a un mec qui vient nous expliquer que ce sont des inondations. Alors tout est déchiffré comme ça à la télévision tout le temps, comme si on était complètement imbécile, d'une certaine façon. Après, bon, qu'il y ait des commentaires, c'est normal, mais des fois, c'est un peu un rat des pâquerettes quand même, il faut reconnaître. Alors, ce chapitre-là, et comme beaucoup d'histoires dans ce livre, ça traite essentiellement quand même de la psychose paranoïaque, des paranoïaques. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça a une certaine résonance, hein, quand même, quand on dit paranoïaque. On voit tout de suite quelqu'un d'un peu méfiant, un peu persécutif, comme on dit, hein, irritable, pas facile de contact, etc. Hein. Quand on parle d'un paranoïaque, on se dit « Oh là là, je vais peut-être pas trop le fréquenter parce que ça ne va pas être une personnalité commode. » Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Hein. Et on a tendance à prendre un peu de lointain par rapport à ces personnages-là, qui peuvent éventuellement être malfaisants. Ça peut arriver. Hein. Que des paranoïaques, malgré eux, parce qu'ils sont délirants aussi parfois, deviennent des personnages malfaisants. C'est pas compliqué à prendre en charge. Hein. Mes confrères présents ici je connais ça mieux que moi. Hein. Ce sont des psychopathologies complexes
et pas simple à aborder, parce qu'on est toujours obligé de faire des circonvolutions, d'être prudent dans ce qu'on dit, etc., pour justement éviter le mécanisme d'automatisme mental interprétatif de la personne qui est en face de nous, le paranoïaque, qui risque d'interpréter ce que l'on dit de manière péjorative, hein, et nous le renvoyer par de l'agressivité, du contre-transfert. Voilà, donc c'est des personnalités complexes, et on ne demande pas, en tant que psychiatre, à en voir 15 par jour, hein, le paranoïaque. Non, si possible. Mais on ne le rejette pas non plus, hein. Alors, c'est là que Lacan nous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas inventé la paranoïa, mais qui a inventé le terme de paranoïaque et puis qui lui a donné son socle. C'est quand même Kraepelin. C'est Kraepelin. C'était un Allemand, Kraepelin. Hein. Kraepelin. Avec un K. Kraepelin, comme ça, avec un K. Et c'était donc un psychiatre allemand, il s'appelait Émile, hein, Émile sans E, hein, et E-M-I-L, Kraepelin. Et Lacan dit que c'est le fondateur de la psychiatrie scientifique, ce qui est vrai. Hein, il est un des piliers de la psychiatrie scientifique. Alors, au niveau de ces dates, il est né la même année que Freud. Hein, il est né en 1856, mais il est mort 10 ans avant Freud, puisqu'il est mort en 1929. Voilà, enfin, c'est un contemporain de Freud. On verra tout à l'heure, quand on parlera de Jules Segla, S-E-G-L-A-S, que lui, il était carrément contemporain de Freud, puisqu'il est né en 1856 et il est mort en 1939, exactement comme Freud, Jules Segla. C'est curieux, hein? Voilà, il y a une espèce de chronologie là, plaquée. Pardon? Il y a un bruit? Ah oui, un sifflement, oui. Non, c'est un sifflement de l'air, je crois. Parce que vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Est-ce qu'au fond, vous m'entendez ou pas? Oui. Difficilement? Oui. Ben, je vais essayer de parler encore plus fort, hein, mais c'est pas facile. Hein. Ça va? C'est fini? Ah oui, c'est vrai. Oui, j'entends plus le sifflement. C'est un courant d'air. C'est la ventilation, oui. Il y a une chicane d'air quelque part qui fait siffler. Mais je ne sais pas où. Alors je reviens à mon Kraepelin, Émile, et c'est lui qui a inventé le terme de démence précoce pour qualifier la schizophrénie. Alors évidemment, maintenant, on ne la qualifie plus comme ça parce que la schizophrénie n'est pas une démence, vous voyez, au sens où on l'entend maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un syndrome dégénératif, la schizophrénie. C'est un syndrome délirant, chronique, mais qui peut se démensifier comme toutes les maladies mentales, mais pas plus, je dirais, hein, à la limite. Mais c'est pas une démence. Donc le terme de démence précoce, c'était un terme qu'on a retenu pendant longtemps, mais qu'on n'applique plus maintenant. On parle simplement de syndrome schizophrénique, quoi, ou de maladie schizophrénique, hein, ou de délire paranoïque, délire schizophrénique, etc. Et ça, c'est Kraepelin qui a introduit ça. Et puis, c'est lui aussi qui a inventé le terme de psychose maniaco-dépressive. Alors maintenant, on parle plutôt de bipolarité, des choses comme ça, vous voyez, hein, mais bon, ça ne change rien, hein, bipolarité, PMD, c'est pareil, ça recouvre les mêmes choses. Mais pour faire moderne, il vaut mieux dire maintenant bipolaire, hein, voilà, pour faire moderne. Hervé, oui. je me permets juste une petite remarque sur cette question de démence. Sur la question de la démence, c'est vrai qu'il y a des patients, même dans des bonnes conditions de prise en charge, qui vont avoir au bout d'un certain nombre d'années des évolutions, j'en pense à un certain nombre, on a tous connu dans notre service de psychiatrie, qui font penser à parfois des démences frontales, par exemple. Oui, tout à fait. Des années d'évolution. Oui. Du temps de Kraepelin, il y avait quand même des évolutions assez rapides. Il y a des gens qui rentraient à 18 ans, 20 ans oui. dans les hôpitaux, mouraient souvent dans les 10 années qui suivaient,
et souvent quand même dans des états de grabatarisation Oui, qui étaient accompagnés d'une sorte de désintérêt total de tout qui pouvait c'est vrai, effectivement, c'est vrai. donner l'impression effectivement d'une évolution démentielle, ce qui était Oui, oui, c'est vrai, c'est exact. l'intensité de la régression. On l'a pu montrer après, notamment dans la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'effectivement quand on crée des conditions d'environnement, parce qu'il faut l'imaginer, c'est ça le malade comme on en a connu dans notre jeunesse, où il y avait 60 malades dont 50 hurlaient nuit et jour. Effectivement, il y avait des sortes de désintégration psychique Oui. qu'on a pu retrouver lorsqu'on a mis en place des choses comme ça. Ceci dit, il y a quand même des données aujourd'hui qui montrent quand même, après des années d'évolution, au moins dans certaines formes, quand même une certaine détérioration Oui, oui, oui. des capacités de moduler la pensée. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a eu une grande évolution du fait des traitements aussi quand même, hein. Parce que les gens déliraient tellement que je pense que ça finissait par les abîmer, entre guillemets, hein, quand même. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, on ne pouvait pas arrêter le délire. Et donc, il y avait une sorte de destruction cérébrale au sens figuré et pas figuré du terme. Mais tu as raison, oui, à l'époque, ça devait être bien pire, certainement. Il y avait des dégradations beaucoup plus rapides qu'aujourd'hui, hein. Maintenant, je pense que les dégradations sont plus lentes, maintenant, chez le schizophrène. Des gens qui mouraient d'état maniaque, Oui, tout à fait. des gens qui dansaient nuit et jour, Oui, il n'y avait pas de traitement. finissaient par s'effondrer. Ah, complètement. D'épuisement, il y avait un épuisement physique et psychique chez les PMD. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Mais ça a beaucoup changé avec les traitements quand même, hein. Oui, pardon ? Sur la bipolarité, autrefois on disait maladie maniaco-dépressive. En fait, on distinguait les unipolaires et les bipolaires. Oui, c'est vrai. Unipolaires, c'est ceux qui faisaient Déjà. que des épisodes dépressifs ou que des épisodes maniaques. Et les bipolaires, c'était ceux qui faisaient en alternance Oui, c'est ça. épisodes. Donc bipolarité, ça va qu'on soit. Non, tu as raison, c'est vrai. On employait déjà ces termes-là, effectivement. On faisait ces distinguos-là, c'est vrai. Mais maintenant, on n'emploie plus que le terme bipolaire. Voilà. On n'emploie plus le terme de psychose maniaco-dépressive, sauf les vieux psychiatres comme nous. Mais autrement, hein. Voilà. Alors, Kraepelin, pourquoi est-ce qu'on parle de Kraepelin? C'est surtout parce que Kraepelin, il a parlé de la paranoïa. Voilà. Il a défini la paranoïa. Et je vais vous lire exactement ce qu'il dit, Kraepelin, sur la paranoïa, mais de manière très synthétique. Je vais vous lire ce qu'il dit. Pourquoi je vais vous lire ce que Kraepelin dit? C'est parce que Lacan contredit mot à mot ce que dit Kraepelin. D'ailleurs, de manière un peu outrancière. Lacan, il exagère un peu. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais, oui? Paranoïa, ça vient de quel mot latin? C'est en latin? Je ne sais pas. Grec plutôt. C'est grec, oui. Celui qui pense à côté. Oui, c'est ça. La noïa, je pense que c'est l'esprit, c'est la pensée. C'est ça, merci Jean-Claude. Et donc, alors Kraepelin, il dit ceci à propos de la paranoïa et des syndromes paranoïaques. Il dit « C'est un développement insidieux sous la dépendance de causes internes et selon une évolution continue d'un système délirant durable, impossible à ébranler et qui s'instaure avec une conservation complète de la clarté, de l'ordre dans la pensée, le vouloir et l'action. » Je ne sais pas si cette définition elle est dans le bouquin. Je ne suis pas sûr. Elle y est, je crois. Hein? Page combien? 26. Page 26 pour le petit bouquin. Sur le gros? Et sur le petit, tu ne sais pas? Sur le petit 33. 33. Sur le petit, vous pouvez trouver ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire, page 33. La définition de Kraepelin de la paranoïa. Et c'est important de la voir parce que ça permet après de comprendre pourquoi Lacan contredit ça. Hein? Et donc Lacan, il dit carrément, en parlant de cette synthèse kraepelinienne par rapport à la paranoïa, il dit « rien là-dedans n'est vrai ». Il dit ça page 33, justement, c'est effectivement page 33. « Rien là-dedans n'est vrai ». Là, il y a un peu d'outrance chez Lacan quand même. Hein. Alors il démontre les choses point par point. Il dit « le développement n'est pas insidieux », premièrement. Kraepelin dit « le développement est insidieux », Lacan dit « non, le développement n'est pas insidieux ». Il y a des poussées, il y a des phases, il y a des moments féconds. Bon, peut-être, on ne peut pas contredire ça. N'empêche que, enfin moi, je ne sais pas ce qu'en pensent là encore mes confrères et collègues psychologues, mais
moi, je trouve que les paranoïaques, en général, restaient relativement linéaires dans leur vécu persécutif, relativement linéaires, et qu'il n'y a pas tellement d'ondulation, beaucoup moins que chez les schizophrènes, justement. Hein. C'est beaucoup moins oscillant que chez les schizophrènes. Donc Lacan, là, peut-être qu'il pousse un petit peu le bouchon à vouloir contredire systématiquement la proposition créplinienne, à dire que la paranoïa, ce n'est pas insidieux. Voilà, bon, bah, ça, c'est pas très grave. Et il dit, ce n'est pas seulement interne, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement à l'intérieur du sujet que ça se passe, la paranoïa. Il y a toujours, Lacan dit, il y a toujours un moment, et Freud dit la même chose, il y a toujours un moment émotionnel. Il y a toujours un moment émotionnel qui va déclencher les choses. Bon, j'écris ça comme ça à toute vitesse. Hein. Un moment émotionnel qui va déclencher la pathologie. Et on prend l'exemple de Schreber, par exemple. Schreber, je vous en ai parlé la dernière fois du président Schreber, vous vous rappelez, hein? C'est cet Allemand qui était contemporain de Freud, que Freud n'a jamais rencontré d'ailleurs, hein, et qui a déliré de façon paranoïaque pendant pratiquement toute son existence. Mais les moments émotionnels pour Schreber, ça a été le moment où il a été nommé président d'une chambre, d'une cour de justice, d'abord celle de Leipzig, et puis ensuite celle de Dresde. Et donc ce sont des responsabilités. Il était relativement jeune. Enfin, pour vous, il ne vous paraîtrait pas jeune. Pour certains, il avait 51 ans. Ce qui n'est pas... Mais par rapport à tous les vieilles barbes qu'il y avait dans ces cours de justice, il était jeune. Et donc, il était considéré comme inexpérimenté, n'ayant pas la poigne qu'il fallait pour tenir ces très hautes fonctions de président de cour de justice. Et donc, il y a eu chez Schreber une espèce de vibration émotionnelle, un tremblement émotionnel cataclysmique du fait de ces nominations-là, où il s'est retrouvé en fonction de père, si vous voulez, en fonction de pouvoir paternel sur la justice, sur les autres, sur les hommes, sur les justiciables. Et donc, il n'aurait pas supporté ça, et donc, ce qu'on pourrait appeler en latin le primum movens, c'est-à-dire le premier mouvement, le premier trouble émotionnel ayant touché Schreber, c'est ça. C'est ces nominations à la présidence des cours de justice. Les deux nominations, hein, parce qu'il est tombé malade à la première nomination à Leipzig et il est tombé encore malade à la deuxième nomination, encore plus gravement malade, à la deuxième nomination à Dresde. Hein, parce que Dresde, c'était vraiment, alors là, c'était une apogée hein, pour lui, c'était l'acmé de ses possibilités. Et voilà. Et là, il s'est mis à délirer plein pot, quoi. Donc, oui, bien sûr, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Non, je t'en prie. On parle de notions complexes pour des jeunes qui commencent. Oui, oui, tout à fait. D'abord, je pense que bon, il y a toujours différentes approches cliniques. Dans la clinique classique, je pense qu'effectivement, il importe d'une part de distinguer bien ce qu'on appelle les personnalités paranoïaques, qui sont Oui. des gens qui ne vont jamais délirer, hein, Non, bien sûr. psychotiques, et qui sont des personnalités, comme on a pu en croiser sur nos chemins, qui sont des gens marqués par une certaine autoritarisme, psychorigidité, C'est ça, une oui. capacité à avoir de l'empathie. Ce qu'on appelle la méfiance paranoïaque, Une certaine aujourd'hui, voilà, ou le caractère paranoïaque. Voilà, c'est le caractère paranoïaque, Oui, ce sont oui. des gens pas faciles à vivre. Oui. Et là encore, il faut moduler parce que parfois ça peut masquer des structures dépressives, par exemple. Oui, absolument. Ou Oui. être des équivalents, ça c'est je parle en tant que clinicien, d'hypomanie chronique qui peuvent se constituer sur un mode défensif. Oui, oui. Par rapport à l'hypomanie sur ce mode-là. Bon. Après, il y a les paranoïas qui sont des vrais délires paranoïas, Oui. très dangereux. Mais là, c'est sur les questions là-dedans, c'est ça. Voilà. Et Hein, donc, oui. qui sont de mémoire de psychiatre pour avoir fait 40 ans en psychiatrie, des pathologies qu'on rencontre assez rarement, en définitive. Oui, heureusement. Paranoïa, bien Oui. Et moi, je t'interroge. Enfin, il y en a quand même. Hein. Dans Oui. mes références cliniques, pour moi, Schreber ne correspond pas à ce qu'est pour moi la paranoïa. C'est pour ça que Non, justement. moi, je le classerais, je ne sais pas ce qu'en pense Alain, mais plutôt dans ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les paraphrénies. Oui, ou les schizophrénies, ou même les schizophrénies. Hein. Ou même les schizophrénies. Confabulantes, etc. Oui. Qui sont plutôt des grands et vastes délires imaginatifs, mais chez lesquels on ne retrouve pas généralement la potentielle dangerosité qu'on trouve chez les paranoïaques, qui peuvent être sténiques, persuadés qu'on leur en veut, qui ont des Oui, tout à fait. contre eux, Oui. qui peuvent aller jusqu'au bout un délire paranoïaque déjà
Qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Aller jusqu'à un passage à l'acte. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Les paraphrènes sont plutôt des gentillens, souvent, hein, qui font tout un univers. Voilà, c'est simplement à ce point non, mais de rappeler que dans la oui, oui. il y a aussi différentes approches et que ce qu'on a pu appeler une paranoïa il y a un siècle, c'est pas forcément ce que moi aujourd'hui. Non. Mais là, justement, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage-là, là, il est question chez Lacan du vrai syndrome paranoïaque, hein, du syndrome paranoïaque délirant, tel Schreber. Hein, même si Schreber, on peut discuter effectivement de la psychopathologie de Schreber, à l'infini. Hein. Moi, j'hésitais un peu chez Schreber entre, peut-être pas les paraphrénies, si, en fait, parce que j'hésitais un petit peu, j'en ai parlé tout à l'heure justement avec Patrick, je me demande si Schreber, il n'était pas plutôt schizophrène ou quelque chose comme ça, parce qu'il a un délire quand même très rhizomique, extrêmement, qui part un peu dans tous les sens, qui est très, avec des références divines, etc. Et bon, c'est pas typiquement paranoïaque non plus. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, Lacan, lui, c'est le syndrome paranoïaque délirant dont il est question ici, c'est-à-dire des gens qui sont persécutés de manière délirante, qui sont convaincus d'être persécutés, mal vécus, par l'extérieur d'eux-mêmes ou l'intérieur d'eux-mêmes, et maltraités. Et donc en position de devoir se défendre, y compris par de l'agressivité ou par des activités délirantes. Hein. D'ailleurs, Lacan et Kraepelin avant lui disaient que finalement, le délire paranoïaque, ce n'est jamais qu'une façon de combler ce vécu impossible. Ce vécu impossible. Parce qu'on pourrait, pour vous faciliter les choses, on pourrait écrire ça comme ça, si vous voulez. Le sujet est là, ici il y a l'autre. Et si vous êtes un peu paranoïaque, si vous vous méfiez un petit peu de l'autre, ou si vous trouvez que l'autre est un peu malveillant vis-à-vis de vous, vous allez avoir un ressentiment vis-à-vis de lui. Un ressentiment qui peut être, comme dit Jean-Claude, extrêmement violent, qui peut aller jusqu'à un passage à l'acte, meurtrier, etc. Ou alors ça peut être simplement les insultes, les injures et tout ça. Et le sujet paranoïaque va projeter sur l'autre, là il y a une projection, ça c'est Lacan aussi qui le dit, hein, une projection de son propre monde intérieur persécuté. Et du coup, ça va créer un autre, ou voire des autres ici, méchants. C'est le terme employé par les psychanalystes, hein, l'autre méchant. L'autre avec un grand A, l'autre méchant. C'est l'école de la cause freudienne, Jacques-Alain Miller et tous ces gens-là qui ont introduit ce terme de l'autre méchant pour parler du paranoïaque. Et donc, cette espèce de déversement, si vous voulez, espèce de bascule projective de tout le ressentiment du paranoïaque, du sujet paranoïaque sur l'autre et sur les autres, sur tous les autres, sur une infinité d'autres, parce que l'autre, avec un grand A, l'autre méchant, eh bien, va faire que l'autre, tous les autres, effectivement, deviennent méchants et deviennent des persécuteurs actifs ou potentiels, ou en devenir. Hein, voilà. C'est ça un petit peu la paranoïa, si vous voulez. Hein. C'est que vous projetez sur l'autre votre propre monde intérieur pour vous en libérer, parce qu'il vous est intolérable, parce qu'éventuellement vous êtes halluciné aussi, hein, et donc vous avez en face de vous, par projection, un monde hostile sous la forme des autres, hein, de tous les autres, qu'on appelle, que l'école de la cause freudienne, Jacques-Alain Miller et d'autres ont appelé l'autre méchant, ce qui n'est pas idiot comme terminologie, hein. C'est pas idiot, hein, parce que c'est englobant et ça dit bien ce qui se passe dans ce mécanisme de projection-là, hein, dont Mélanie Klein avait déjà parlé aussi. Il y a beaucoup de gens ont parlé de ces syndromes projectifs agressifs. Hein. Mélanie Klein en a parlé longuement à propos des enfants. Si vous connaissez Mélanie Klein, c'est l'école anglaise. Hein. C'est une psychanalyste anglaise, voilà, un peu de l'époque de Lacan. D'ailleurs, Lacan et Mélanie Klein étaient amis, hein, ils se connaissaient. Même s'il l'appelait la tripière pour des raisons, il avait une espèce de terminologie comme ça, Lacan. Mais ils se connaissaient et ils s'estimaient quand même s'ils n'avaient pas beaucoup de correspondance. Alors, Pardon, monsieur. oui, pardon. C'est forcément quelqu'un, ça ne peut pas être un chien ou je sais pas, une chose. Non, en général, c'est des sujets quand même. Hein. En général, c'est des humains, c'est des êtres humains, en général, oui. Après, votre question est pertinente parce que
chez Schreber, par exemple, il y a la notion d'être persécuté par Dieu, entre autres, hein, pas seulement. Hein. Il est persécuté par beaucoup de choses, mais persécuté par Dieu. Donc vous voyez que ça s'éloigne un petit peu de l'être humain standard quand même. Hein. Donc après tout, oui, on pourrait se demander si telle ou telle instance objectale ne peut pas devenir persécutive, même si elle n'est pas un être humain à proprement parler. C'est une question vaste, ça. Donc, Lacan dit, alors, il y a des phases, etc. Bon, il y a des phases, des poussées, etc. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je trouve quand même qu'il y a des paranoïaques qui sont relativement installés, embourgeoisés dans leur paranoïa et qui n'en bougent pas. Moi, actuellement, je suis une personne qui n'est pas paranoïaque du tout, mais qui est harcelée par sa famille, enfin une partie de sa famille, je ne citerai pas, je ne dirai pas qui, parce qu'il ne faut pas qu'on sache de qui il s'agit, mais qui est persécutée par une partie de sa famille de manière constante, linéaire, permanente, toujours de la même façon, très grave, hein, ce qui fait qu'elle, elle décompense sur un mode dépressif, cette personne-là. Et alors qu'elle n'est pas du tout paranoïaque, elle ne présente absolument pas de syndrome délirant de quelque ordre que ce soit, ni paranoïde ni paranoïaque, mais elle est maltraitée depuis des années, parce que je la suis quand même depuis 2014, et elle est maltraitée de manière parfaitement linéaire par ces personnages-là, dont je suis obligé de lui dire que malheureusement, je crains qu'ils ne bougent pas dans leur système. Voilà. Parce que le système paranoïaque, quand il est ancré, quand il est installé, embourgeoisé, il n'a pas tellement tendance à bouger beaucoup. Alors là aussi, comme disait Jean-Claude, il y a aussi des appauvrissements avec le temps, avec l'âge. Il y a des appauvrissements, éventuellement des démences aussi, dans ce cadre-là. Mais pendant pas mal d'années, vous pouvez être sûr que vous pouvez être emmerdé, quelque chose de sévère, et toujours de la même façon, et avec une espèce de constance hein, dans l'agressivité, qui est quand même assez extraordinaire, il faut reconnaître. Et cette patiente que j'ai, c'est quand même malheureux, parce que les personnages qui la maltraitent, je ne peux pas les traiter, je ne les vois pas. Eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas à avoir de psychiatre, ils se sentent parfaitement dans la vérité, une vérité universelle. Ils sont dans la vérité universelle, et je suis obligé de la traiter, cette personne-là, par des antidépresseurs, hein, ce qui est quand même tout à fait désastreux, quoi, hein, et de la soutenir, parce que je ne peux pas atteindre ces personnes. Et je suis obligé de lui expliquer que je crains malheureusement que le style de ces personnages ne change pas beaucoup avec le temps, ou alors il faudra beaucoup de temps avant que ça change, et que ça évolue, ou que ça s'affaiblisse, et qu'ils abandonnent un petit peu leur courroux chronique. Hein, vous voyez, c'est quand même très embêtant quand on est en but à ce genre de choses. Hein, et cette personne-là, je la vois très régulièrement, hein, je la suis, je suis obligé de la traiter, de lui donner des médicaments et tout ça. C'est pas l'idéal quand même. Hein, c'est pas l'idéal. Voilà. Alors après, Kraepelin disait que l'activité paranoïaque était inébranlable. C'est ce que je viens de vous dire un petit peu là finalement. Hein. Alors Lacan dit que ce n'est pas vrai. Il dit que le système délirant varie avec l'environnement. C'est pas faux, mais pas toujours tant que ça. Pas toujours tant que ça. Les personnes auxquelles je pense, l'environnement, vous pouvez le changer tant que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez porter plainte contre eux, ce qui a été fait, vous pouvez faire des actions de justice de toutes les façons et mettre autour d'eux une espèce de carcan hostile pour les réfréner, eh bien ça ne porte pas, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Ils s'en foutent. Hein, et si vous portez plainte, ils font une contre-plainte. Si vous prenez 2 avocats, ils en prennent 3. Si vous en prenez 3, ils en prennent 4, etc. Vous voyez, c'est sans fin, quoi. Donc la lutte, elle est un peu perdue, et donc il vaut mieux, finalement, prendre de l'éloignement quand on peut, par rapport à des personnalités comme ça. Alors, pas seulement interne, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je parlais du moment émotionnel. Ben oui, pour Schreber, ça a été quand même essentiellement les moments émotionnels, les primum movens, ça a été ses nominations, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Et puis, si on parle de l'homme au loup, l'homme au loup, c'est aussi une psychanalyse de Freud qui se trouve dans les 5 psychanalyses. Hein. C'est le bouquin de Freud le plus connu. Moi, je trouve que c'est le plus mauvais. Donc, c'est quand même paradoxal. Hein. Je trouve qu'il est inintéressant, les 5 psychanalyses. Pourquoi ? Parce que c'est des psychanalyses, c'est faisandé. On sent que ça a été travaillé, retravaillé. C'est passé à la moulinette 100 000 fois. Et que ce qu'il en reste maintenant, je ne sais pas, c'est romanesque. C'est romanesque, mais ça ne doit plus correspondre à tellement une réalité clinique. Hein. Alors voilà, donc le cas de la jeune fille qui s'appelle Dora, par exemple, c'est très connu, hein, le cas de Dora. Eh bien, Dora, Freud l'a vu, il l'a très peu vu. Il l'a vu pendant 4 mois.
Il ne la connaissait pas. Il la connaissait pas. En plus, elle ne voulait pas lui parler. Elle lui disait, vous êtes qu'un vieux con. Donc, mais vraiment, hein, vous êtes qu'un vieux con, vous n'y comprenez rien à ce que je vous raconte. J'ai des préoccupations qui ne sont pas du tout celles que vous dites, etc. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Et puis elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Alors, ça n'a pas empêché, dans les 5 psychanalystes, de faire une observation gigantesque sur Dora. On se demande avec quel matériel. Hein. Là, c'est quasiment délirant, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que les 5 psychanalystes, il ne faut pas les acheter. Hein. Achetez plutôt, si vous voulez acheter un bouquin de Freud qui est intéressant, achetez plutôt Études sur l'hystérie. Ça, c'est un livre magnifique, Études sur l'hystérie. Parce que là, vous avez des cas cliniques qui sont, je dirais, neufs. Il y a une espèce de virginité, hein, de fraîcheur, je dirais même, dans les cas cliniques de Études sur l'hystérie, qui est remarquable. Hein, remarquable. Et là, Freud, il est à ses débuts, et donc on voit qu'il tâtonne, il cherche, c'est compliqué. Les personnages qu'il soigne sont essentiellement des jeunes femmes. Elles sont compliquées aussi. Et donc, il a du mal. Il abandonne parfois même. Hein. Je vous lirai une observation complète que j'ai déjà lue ici, qui s'appelle « La jeune fille au parapluie ». Ce n'est pas la plus connue, mais elle est remarquable parce qu'elle est très courte. Elle se trouve dans Études sur l'hystérie, mais elle ne se trouve pas dans le texte même. Elle est dans les notes de bas de page. Il y a tout un cas qui est dans les notes de bas de page qui s'appelle « La jeune fille au parapluie ». Et c'est toute une observation de Freud complète qui est extraordinaire. Hein. Et je vous la lirai. Je vous la lirai quand j'aurai le temps, cette année. Il faut que je retienne ça. J'ai à vous lire ça. À la fin d'une séance, je vous lirai La jeune fille au parapluie, parce qu'il y en a pour même 10 minutes hein, pour lire ça. Mais c'est remarquable. Et c'est un échec de Freud d'ailleurs. Hein. À la fin, ça tourne en autre boudin complètement. Il rate totalement la prise en charge de cette jeune fille. Voilà. Mais ça, on en reparlera. Donc, là, alors après, Kraepelin dit que chez le paranoïaque, tout se déroule dans la clarté. Il dit de l'action, du vouloir, des intentions, etc., du paranoïaque. Et c'est vrai que moi, j'ai appris, comme mes confrères, que la psychose paranoïaque, le délire est clair, il est constant, il ne varie pas, il se développe dans une certaine forme de clarté, il est en secteur, il n'est pas en réseau, comme il est sectorisé, il est limité. Il a des bornes, etc. Voilà. Et donc, Lacan se moque un petit peu de ça, parce qu'il dit à un moment donné, il s'en faut de peu que la définition de la paranoïa par Kraepelin ne définisse le comportement normal. Ah, il dit ça. Il s'en faut de peu que la définition de la paranoïa par Kraepelin ne définisse le comportement normal. Ben oui, si on lit la définition de Kraepelin sur la paranoïa, que tout va bien, c'est un comportement normal, dans la clarté, du vouloir, etc. On se dit, mais après tout, c'est les gens qui vont bien. C'est quelqu'un qui va bien, quoi. Voilà, il s'en faut de peu. Hein, quand il dit quand même, il s'en faut de peu. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ça non plus. Il ne tombe pas dans le panneau non plus, hein, Lacan, il n'était pas idiot. Donc, inébranlable. Alors, inébranlable, oui, ça varie avec l'environnement. Bah oui, c'est ce que je vous disais. La clarté. Alors, Lacan dit, bah, qu'est-ce que c'est que la clarté et l'ordre? Il pose la question, hein, qu'est-ce que c'est que la clarté et l'ordre? Il dit, j'en sais rien, moi, personnellement. Il répond, j'en sais absolument rien, parce qu'il faudrait définir la clarté et l'ordre par rapport à la folie. Qu'est-ce que c'est que la clarté et l'ordre dans l'ordre de la folie? Il y a cette magnifique phrase de Lacan, je ne vais pas la voir en termes exacts, c'est dommage, je vais essayer de me la rappeler. Je vous l'ai déjà dite ici, par rapport à la folie. Il avait prononcé cette phrase-là lors d'un congrès sur les psychoses infantiles en Belgique. À la fin, il était intervenu à la fin du congrès et il avait dit tout un tas de choses, dont une phrase sur la folie. Et il disait, la folie, loin qu'elle soit pour la liberté une insulte, elle est sa plus fidèle compagne. Et la liberté sans la folie, et l'être de l'homme sans la folie serait sans liberté ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le terme exact. Enfin, le début est juste. Le début de ce que je vous ai dit est juste. Hein. La folie, loin que d'être pour la liberté une insulte, elle est sa plus fidèle compagne. C'est magnifique hein, comme phrase. Hein. Et en fait, il veut dire que si on n'est pas un peu fou, on ne peut pas aller bien. Si on n'est pas un petit peu fou, légèrement. La folie de tout le monde, dit-il hein, avant. Et donc cette phrase-là, vous la trouvez sur Internet. Si vous voulez la voir de manière bien me dite que moi et complète,
il suffit que vous tapiez dans Google « la folie, loin qu'elle soit, pour la liberté, une insulte », et hop, vous avez la phrase de Lacan qui arrive tout de suite. Hein, toute la suite, en beaucoup mieux que ce que je vous ai dit. Si je peux me permettre, Oui. si on pense à certains systèmes d'organisation de sociétés extrêmement dictatoriales, par exemple, qui entraînent une adhésion massive des foules à la pensée des dictateurs, Oui. effectivement, je trouve que ça donne tout un sens à cette expression qui est en bas de la page, au début de l'article. Une folie nécessaire, c'est-à-dire pouvoir avoir le courage de s'opposer à ces systèmes Oui, tout à fait. extrêmement oppressants, quelque part. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, quand on pense au système soviétique, comment tous les opposants qui étaient pas d'avis du système étaient soit effectivement envoyés mourir au goulag, ou, le plus souvent aussi, étaient catégorisés comme fous et internés à vie dans Oui, bien sûr, bien sûr. On les bourrait de médicaments parce que Oui. l'opposition politique devenait de facto une forme de folie. Oui, ou de maladie d'attente psychiatrique. de la sûreté de l'État. Oui, Voilà. oui. Donc ça éclaire aussi, par exemple, la folie de tout le monde, c'est cette folie qui amène à adhérer sans faille et sans aucun recul à des idéologies, quelles qu'elles soient politiques, sanitaires, ou qu'elles soient... Bon, voilà, c'est pour moi un éclairage. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un bon éclairage. Parce qu'il y a effectivement, tout ce qui est activité délirante laisse place à des digressions de l'ordre de celles que vient de faire Jean-Claude, etc. Ce sont des domaines tellement sensibles et que nous ne maîtrisons si peu qu'effectivement, la dialectique en regard de cela, elle peut être rhizomique, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'une richesse et d'une luxuriance extrême, parce que nous n'avons pas la maîtrise de ça. C'est pas, les neuroleptiques améliorent les sujets, mais ne les dirigent pas véritablement. Leur vie devient possible, ce qui est déjà énorme, hein. Leur vie devient quasi normale pour certains, mais il reste toujours un noyau délirant qu'on ne peut pas éradiquer totalement. Voilà. Ce qu'on ne cherche pas à faire non plus d'ailleurs. Hein. Qu'on ne cherche pas à faire. Et c'est des notions fort complexes et qui, effectivement, ont quand même aussi des aspects philosophiques très profonds, voire religieux, etc. Ce sont des notions complexes, peut-être plus complexes que même que les activités névrotiques, hein, les activités délirantes, hein, du côté de l'interprétation et de ce qu'on peut en dire. Alors, Lacan rappelle, dans ce chapitre, qu'il a fait un énorme travail lui-même sur la paranoïa, hein, sa thèse de médecine. Parce que Lacan, je le rappelle, était médecin, il n'était pas psychiatre, puisque quand il a fait sa médecine, la spécialité en psychiatrie n'existait pas, il était neurologue et médecin légiste. Et il est devenu à la suite médecin des asiles, comme je l'ai dit, médecin-chef des asiles, à la suite de ça. Mais pas... Il y avait quand même des aliénistes. Oui, des aliénistes, des médecins des asiles. Comme discipline universitaire. Oui, c'est ça, mais on les appelait médecins des asiles, médecins assistants des asiles, etc., mais on ne les appelait pas psychiatres. Et donc Lacan, au départ, n'a pas été appelé psychiatre, et d'autant plus que quand il a été nommé médecin-chef des asiles, parce qu'il n'a jamais été nommé médecin-chef psychiatre, hein, de psychiatrie, il a été nommé médecin-chef des asiles. Eh bien, il est parti. C'est à ce moment-là qu'il est parti fonder son école. Donc finalement, et il n'a pas passé l'agrégation qu'il aurait eue haut la main. Voilà, il est parti. Fonder son école de psychanalyse, il est parti sur un autre bord. Tout en continuant à faire ses séminaires à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne, hein, puisque là, ce séminaire-là, c'est à l'hôpital Sainte-Anne que ça se passe. Hein. Et c'était essentiellement devant des médecins, des internes, des neurologues comme lui, des pré-psychiatres, etc. Mais il y a encore pas longtemps, il y avait des gens, jusqu'en 1967-68, les gens ne faisaient pas psychiatrie, ils faisaient neuropsychiatrie. Hein, neuropsychiatrie. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois une formation de neurologue et de psychiatre. Et moi, j'ai connu plusieurs psychiatres qui étaient en quelque sorte mes maîtres, entre guillemets, qui faisaient par exemple beaucoup de neurologie en même temps qu'ils faisaient de la psychiatrie, et notamment des électroencéphalogrammes, qui faisaient passer beaucoup d'électroencéphalogrammes à leurs patients. Les psychiatres ne font plus ça actuellement. D'ailleurs, ils n'en ont pas le savoir, ils n'en ont pas la connaissance et la pratique. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Maintenant, ça a été, tout ça, ça s'est clivé. Maintenant, il y a les neurologues d'un côté, les psychiatres de l'autre, c'est pas pareil. Mais au départ, Lacan était médecin légiste et neurologue, et médecin des asiles. Alors, il a fait cette thèse de doctorat en médecine en 1932,
Et cette thèse, elle porte sur une femme qui s'appelait Aimée Pantène. Aimée Pantène, je vais vous l'écrire au tableau. Aimée avec un Y, Aimée Pantène. Et en se mariant, elle est devenue Aimée Anzieux. En se mariant. Voilà. Et Aimée Pantène, elle était quand même bien allumée, il faut reconnaître. Et donc, elle a été soignée par Lacan parce qu'elle a fait justement un délire paranoïaque. C'était une femme qui a eu dans sa jeunesse le sentiment d'être souvent insultée et injuriée. Alors on pourrait dire là aussi que le primum movens dont parle Lacan, les premiers troubles émotionnels dont parle Freud, du paranoïaque, on les retrouve chez Aimée dans cette idée qu'elle se faisait jeune, elle se faisait déjà insulter, injurier. C'est ça la marque un petit peu de ses premiers troubles et qu'elle ne supportait pas. D'autres personnes, ça leur serait peut-être passé comme sur les plumes d'un canard, mais pas chez Aimée Pantène. Elle ne supportait pas. En plus, elle a eu des soucis par la suite puisqu'elle a fait une fausse couche, elle n'a pas eu cet enfant. Ensuite, elle a eu un enfant, mais difficilement, qu'elle a eu du mal à élever, etc. Et donc sa vie a été très compliquée et elle est devenue persécutive assez vite. Et notamment, il y a un petit exemple qui est donné, c'est que quand elle promenait son enfant dans un landau, elle en voulait aux voitures, parce qu'elle disait les voitures passent beaucoup trop près du landau de mon enfant. C'était le premier thème persécutif de Aimée, c'était ça. Les landaux passent vraiment beaucoup trop près de mon landau, c'est insupportable pour mon enfant. Je ne supporte pas ça. Et si elle avait pu faire brûler toutes les voitures qui passaient autour d'elle, elle l'aurait fait. Ça, oui. Et c'est comme ça qu'a démarré, enfin c'est comme ça, on peut dire ça, je simplifie beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez quand même qu'il y a toujours un démarrage émotionnel à la paranoïa, et ensuite ça monte en mayonnaise, tout ça. Ça monte en mayonnaise et ça va jusqu'à un délire installé. Alors, chez Aimée Pantène, Aimée Anzieux, par le mariage, eh bien, le délire installé, ça a été qu'elle s'est persuadée qu'il y avait une actrice qui s'appelait Huguette Duflos. Huguette Duflos, qui était une actrice connue à l'époque. Vous pouvez voir sur Wikipédia, vous la trouvez sans problème. Huguette Duflos, D-U-F-L-O-S. Huguette Duflos, c'était une actrice essentiellement du théâtre, puisque en fait c'était encore l'époque du cinéma muet. Donc elle a fait beaucoup de films muets, et puis ensuite elle a fait quelques films parlants, mais ça ne lui réussissait pas. Elle n'était pas douée dans le film parlant, donc elle a un peu abandonné la carrière. Donc, mais par contre, quand Aimée Pantène a été tout d'un coup, a fixé. Quand je vous disais tout à l'heure que, vous voyez, le sujet paranoïaque projette sur l'autre son monde intérieur hostile, eh bien, c'est ce qu'a fait Aimée Pantène sur Huguette Duflos. Elle a projeté son intérieur psychique sur la personne d'Huguette Duflos en étant persuadée que Huguette Duflos en voulait à la vie de son enfant, voulait tuer son enfant. Voilà. Voulait tuer son enfant, carrément. Et donc, elle a pris la décision de tuer Huguette Duflos, ni plus ni moins. Cette Aimée Pantène, suivie par la suite par Lacan, et qui est donc le sujet de la thèse de Lacan. Et donc, elle a pris un couteau de cuisine, et elle est partie voir une pièce de théâtre d'Huguette Duflos à Paris, et elle lui a planté quelques petits coups de couteau, mais sans gravité. Voilà, sans gravité, parce qu'elle a été arrêtée dans son geste, dans son élan paranoïaque, agressif, défensif aussi, bien sûr. C'était une malheureuse, cette pauvre femme, bien sûr. Et donc, elle n'a pas été emprisonnée. Et elle a été internée d'office. Où ça? À Sainte-Anne. Elle a été prise en charge par qui, je vous le demande? Par Lacan. Voilà. Donc c'est Lacan qui s'est occupé de Aimée Pantène. Mais ce qu'il y a de curieux dans cette histoire, c'est que pendant que Lacan soignait Aimée Anzieux à Sainte-Anne,
il avait sur son divan, Didier Anzieux, le fils d'Aimé Pantène, sur son divan, en psychanalyse. Donc il avait d'un côté, à l'asile, si je puis dire, il avait Aimé, et de l'autre côté, il avait le fiston, Didier. Non, qui ne savait pas. Oui, qui est devenu psychanalyste. Voilà. Pardon ? Non, il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Il ne savait absolument pas. Non. C'était en méconnaissance de choses, si je puis dire, en méconnaissance de cause. Et donc, par la suite, Didier Anzieux l'a su par la suite, puisque, en fait, ça s'est vite su dans la mesure où cette Aimée-là, elle a fini par aller mieux quand même, son délire a fini par s'appauvrir, elle est devenue moins persécutive, et donc, étrangement, elle est devenue la femme de ménage d'Alfred Lacan, le père de Lacan. Je ne sais pas si vous voyez un peu le méli-mélo. Elle est devenue la femme de ménage d'Alfred Lacan. Donc évidemment, tout ça s'est ébruité après, et donc Didier Anzieux a fini par savoir, mais dites donc, mais qu'est-ce que c'est que ça ma mère, etc., a été soignée par vous. Donc il s'est fâché à mort, ils se sont fâchés à mort. Pardon ? Les créateurs d'un concept qui s'appelle le moi-peau. Oui, c'est ça, absolument. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Moi-peau, qui est très connu, Didier Anzieux, et qui est un livre très intéressant d'ailleurs, que vous pouvez trouver très facilement en librairie. Le Moi-peau. Et donc, voilà, il y a eu une fâcherie considérable entre ces personnages-là, qui se sont démasqués d'une certaine façon, démasqués dans leur rôle et dans leur place par rapport à Lacan. Parce que Lacan était finalement la tête de pont, un petit peu de tout ça. Mais un petit peu dans le silence, quand même. Lacan était un peu coupable aussi dans cette histoire, quand même, de cacher toutes ces choses. Donc, alors, Lacan dit ceci par rapport au geste. Oui, pardon ? Le délire, du coup, que Aimé a projeté sur Hugues Duflo, le fait que c'était, on va dire, son propre désir inconscient des pulsions agressives qu'elle avait envers son enfant, on pourrait dire ça ou pas ? Des pulsions destructrices qu'elle aurait eues dans son enfance ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, absolument. Bien sûr, vous avez raison, tout à fait. D'ailleurs, Lacan dit quelque chose qui va dans votre sens. Il dit ceci, Lacan, je ne sais plus où il le dit exactement, mais ce n'est pas grave. Aimé frappe en sa victime son idéal extériorisé. On pourrait dire son vœu extériorisé, d'une certaine façon. Aimé frappe en sa victime son idéal extériorisé. Oui, qui peut être un idéal de meurtre, effectivement, tout à fait. Projeté sur la personne du Guet Duflo. Oui. C'est certainement très complexe. Tout n'a pas été élucidé, même avec le travail de Lacan, sur ce personnage d'Aimé Pantène. Tellement elle était complexe. Et tourmentée, et tourmentée. Mais l'autre méchant dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'autre avec un grand A, ça a un sens du côté quand même de Aimé Pantène. Ça a un sens vraiment très fort, là, l'autre méchant. Parce qu'elle a quand même fomenté son geste meurtrier pendant une dizaine d'années. Oui, ils sont persévérants. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parce que Lacan dit ça fluctue beaucoup, mais là ça n'a pas fluctué tant que ça, puisqu'elle avait cette intentionnalité-là de meurtrier bien des années avant de passer à l'acte, bien des années avant, vis-à-vis du Guet Duflo. Qu'en même temps elle admirait, c'était son idéal en même temps, mais voilà, c'est la projection ça, la projection sur ce clénien du terme. Voilà. Donc c'est un personnage. Alors cette thèse-là, Lacan l'avait fait lire à tous ses confrères. Il était assez content quand même de sa thèse. C'est vrai que c'est une thèse assez remarquable. Il était jeune quand il a fait ça quand même. Et c'est d'une puissance quand même extraordinaire, la thèse de Lacan, déjà. C'est sa première œuvre écrite. Après, il a écrit les complexes familiaux et après, il a écrit les écrits. Et c'est tout. Il a écrit que 3 livres. Pardon ?
Et les Sœurs Papin, oui. Mais ça, c'est juste un article, les Sœurs Papin. Ce n'est pas un bouquin. Mais comme bouquin, c'est les écrits, c'est ça, et puis c'est les complexes familiaux, et puis sa thèse hein, qui s'appelle la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Voilà, c'est exactement, c'est ça le thème de sa thèse, le titre de sa thèse, que vous pouvez trouver en poche très facilement aussi, hein, la thèse de Lacan. Mais je ne vous conseille pas de l'acheter non plus, hein, parce qu'elle est très très compliquée. Vraiment, il faut s'accrocher, hein, il faut s'accrocher. Lacan était peut-être encore plus hermétique à ses débuts. Je repense aux complexes familiaux. Mais le complexe familiaux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé moi, parce que je suis intervenu dans un congrès là-dessus. On m'avait demandé d'intervenir sur les complexes familiaux. J'en ai bavé, hein, parce que c'est monstrueux, quoi, les complexes familiaux de Lacan. Hein. Oh là 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 là, que j'en ai bavé, j'en ai chié, pour vous dire franchement, hein, à étudier ça. Et à le restituer après, de manière à peu près claire, à un auditoire qui n'est pas forcément averti, c'est compliqué. Hein. Et par rapport à sa thèse et aux complexes familiaux, Lacan avait posé cette question-là à son auditoire, à l'époque qui était surtout des médecins, des internes, etc. Est-ce que vous avez compris? Et les gens lui avaient répondu, oui, on a compris, oui. Eh bien alors, c'est que j'ai complètement raté ce que j'ai fait. Je vais tout recommencer. C'est ce qu'il a fait. Hein, parce que la compréhension, ça l'agaçait. Le terme de compréhension, ça l'agaçait. Hein. C'est comme ça, hein, il était agacé par tout un tas de choses, Lacan. Hein. Il avait un caractère un peu paranoïaque, Lacan, hein, parfois. Hein. Il était irritable. Hein. Il était irritable, il soufflait tout le temps. Si vous regardez les vidéos de lui, vous pouvez voir des vidéos de lui. Hein. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'aimait pas être filmé. Il ne voulait pas être filmé. Notamment pour ce séminaire, il ne voulait pas qu'on le filme. Hein. Il ne voulait pas être publié, il ne voulait pas être filmé. Ça ne l'intéressait pas, tout ça. Et donc, quand vous le voyez filmer, il est tout le temps en train de souffler. Il est là, puis il en a marre, quoi. Il a tout le temps marre. Il en a tout le temps marre. Peut-être de ne pas être compris aussi, hein, parce que les gens ne comprenaient rien. J'ai vu l'autre jour un éminent psychanalyste que je ne nommerai pas, qui allait au séminaire de Lacan, c'est une personne assez âgée quand même maintenant, qui allait régulièrement au séminaire de Lacan, et qui est pourtant quelqu'un de très malin et très futé, etc., très averti, et qui m'a dit textuellement, j'allais au séminaire de Lacan, mais je ne comprenais absolument rien. Je ne comprenais absolument rien. Voilà. Bon, je dis bon. Alors je lui ai répondu quand même, ça m'étonnerait de toi. Mais enfin bon, ça m'étonnerait que tu n'aies rien compris du tout. Non, je t'assure, je ne comprenais rien du tout. Bon. Peut-être que ce n'était pas facile non plus, parce que Lacan parlait avec une voix assez basse, assez aiguë, dans les aigus plutôt, assez basse, et il était loin, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait jusqu'à 800 personnes. Donc évidemment, les gens qui étaient loin, il fallait avoir de la compréhension, déjà entendre, l'entendement, l'audition, et puis la compréhension. C'était pas de la tarte quand même. Hein. Alors justement, Lacan parle de la compréhension, dans page 37 de votre petit livre, il parle de la compréhension. Et il dit « La compréhension est un terme toujours fuyant, insaisissable. Il est surprenant qu'elle ne soit jamais pesée comme une leçon primordiale, une formulation obligée à l'entrée de la clinique. » Autrement dit, ce que l'on pense avoir compris, on ne l'a jamais vraiment compris. Et il faut remettre le métier sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier. Plutôt, l'ouvrage sur le métier. Hein, il faut remettre l'ouvrage sur le métier sans cesse, parce que quand on arrive à une espèce de butée de la compréhension en se disant « je suis satisfait, j'ai compris, etc. », eh bien, ce n'est pas bon signe, dit Lacan. Ce n'est pas bon signe. Il faut aller de l'avant et il faut se dire « je n'ai pas vraiment compris et je vais continuer à réfléchir ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Lacan pendant tout son travail. Hein. Le travail dans ce séminaire, c'est un travail qui part en avant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il se remet en question sans cesse. Et son travail n'est pas abouti. Il n'a jamais prétendu que son travail était un aboutissement. Il n'a jamais prétendu que c'était une œuvre, hein, Lacan. Il n'a jamais parlé de son œuvre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne voulait pas être publié, parce qu'il considérait que ce n'était pas une œuvre, et que d'autre part, les gens ne le liraient pas. Hein. Je vous ai dit sa petite phrase le jour, hein, sa petite phrase amusante. Hein. Il disait « On dit de moi que je suis illisible, c'est normal, on ne me lit pas. Hein. » Donc voilà, il disait ça. Et c'est vrai, ce qui n'est pas vrai maintenant, parce que maintenant, il est lu, Lacan. Il est lu. Évidemment, ce n'est pas une lecture grand public, mais quand même, il est lu dans le monde entier. Hein. Le monde entier lit Lacan, pas à grosse dose, peut-être pas, mais il est publié partout.
partout. Hein. Donc les séminaires sont édités dans pratiquement toutes les langues maintenant, et dans tous sur les deux hémisphères. Donc il a un peu raté son vœu, Lacan, qui ne voulait pas être publié. Il appelait ça la poubellication. Hein. Il ne disait pas publication, il disait poubellication. Tout ça tombera dans les poubelles, et ça n'intéressera jamais personne. Et ça ne servira à rien, parce que les gens ne comprendront pas et ils ne me liront pas. Ce qui ne s'est pas avéré tout à fait exact, et c'est finalement l'obstination de son gendre, Jacques-Alain Miller, à le publier, qui a fini par le convaincre, mais de lassitude, à la fin de sa vie, quand il était quasiment mourant, il a fini par abdiquer et dire bon, si tu veux me publier, vas-y, fais-le, mais il s'en foutait complètement, ça ne l'intéressait pas d'être publié, et d'être filmé, etc., interrogé. Vous regarderez les interviews qui ont été faites par France Culture, entre autres, de Jacques Lacan sur Internet, vous verrez qu'il est excédé tout le temps. Il est excédé. On lui pose une question, alors évidemment, le type de France Culture, il est mal à l'aise, hein, parce que c'est Lacan qui est en face quand même, hein. C'est pas simple. Hein. Donc il pose sa question, alors il est timide, et il pose sa question avec un peu de la trouille, quoi. Et il a raison, parce que Lacan, il écoute la question et il fait et puis il reprend tout, il renverse la question, il reprend tout ça. Donc c'est pour un intervieweur, c'est compliqué, ça doit être épuisant. Hein, épuisant. Interviewer ça devait être compliqué quand même. Hein. Parce que la compréhension, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas, ce terme-là, Lacan. Il n'aimait pas la compréhension, c'est un terme qu'il n'aimait pas. Et par la suite, il dit, page 38 de votre petit livre, commencez par ne pas croire que vous comprenez. Vous voyez ? Commencez par ne pas croire que vous comprenez. Partez de l'idée du malentendu fondamental, c'est là une disposition première, faute de quoi il n'y a véritablement aucune raison pour que vous ne compreniez pas tout et n'importe quoi. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il est urgent de ne pas comprendre. Et si vous faites l'effort de ne pas comprendre, c'est bizarre, hein, faire l'effort de ne pas comprendre. C'est plutôt l'effort de comprendre d'habitude. Si vous faites l'effort de ne pas comprendre, de ne pas vous laisser aller à la signification, au signifié, au sens premier, le vôtre, eh bien, à ce moment-là, dit Lacan, vous allez tout comprendre. À ce moment-là, vous allez tout comprendre. Hein. Et il disait ça de ce qu'il écrivait lui-même. Enfin, ce qu'il écrivait, non, ce qu'il parlait, puisque les séminaires, c'est parler. Le bouquin que vous avez entre les mains, c'est pas écrit, hein, c'est parler. C'est d'ailleurs étonnant, hein, parce que quand vous lisez la syntaxe est extraordinaire. Il n'y a jamais une faute de français. Les phrases sont d'une complexité inouïe. Elles sont d'une longueur interminable. Vous avez un sujet qui arrive à une première page, 3 pages plus loin, vous avez le complément. C'est étonnant. Et vous vous dites, mais il doit y avoir des failles là-dedans, quoi. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est remarquablement construit. Il y a un fil tout le temps, ça ne s'effiloche pas. Ça ne s'effiloche jamais. Même dans les derniers séminaires, où ils se mettaient un peu à délirer quand même, hein, sur les nœuds borroméens et toutes ces choses-là. Les derniers séminaires sont d'une complexité quand même extrême. Hein. Là, on ne les fera pas d'ailleurs. Hein. Je les ai faits déjà. J'ai fait des séminaires qui s'appellent ou pire, RSI, réel, symbolique, imaginaire. Là, ça va devenir fou. Hein. Là, je l'ai fait. Hein. Mais il m'a fallu quand même un certain courage, là, quand même, que je ne le ferai pas 2 fois. Réel, symbolique, imaginaire, je ne le ferai pas une 2e fois. Et je ne voudrais pas non plus vous assommer avec ça, que vous soyez complètement dans le coma à cause de RSI. Hein. Alors il dit le problème de la paranoïa. Lacan dit ça, page 38 de votre petit livre. Le problème de la paranoïa est qu'elle se situe sur le plan de la compréhension. Ben oui, si on reprend Kraepelin, la paranoïa se situe sur le plan de la compréhension, puisque Kraepelin dit ça se développe de manière claire, etc., en secteur, c'est limité, c'est avec un vouloir éclairé, une vision éclairée, etc., des choses. Donc Lacan dit c'est un problème que ça se développe dans la compréhension, dans la paranoïa quand même. Hein. Alors qu'en fait, on n'y comprend absolument rien à la paranoïa. Hein. Lui-même a compris un peu, il a un peu tiré la ficelle de son cas, de sa thèse, le cas aimé, mais il ne donne pas d'explication terminale à tout ça. Hein. Non. Vous pouvez lire le cas Anzieux, enfin la thèse de Lacan. Enfin non, je vous ai conseillé de ne pas l'acheter, c'est vrai. Donc non, parce que il est complexe quand même, c'est vrai, il est compliqué. Hein. Donc, mais si quand vous serez un peu entraîné
au langage lacanien, ce que j'essaye de faire, hein, et j'essaye de ne pas vous noyer en étant le plus simple possible, ce qui n'est pas simple, hein, parce que le texte lui-même, il est complexe, hein, très très complexe. Donc j'essaye de le rendre accessible, et ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Ce n'est pas toujours facile si l'on veut ne pas trahir le texte. C'est ça le problème. Hein. On peut simplifier Lacan si on veut, mais alors là, on s'éloigne complètement du texte, et là, il y a une trahison terrible. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Hein. Il faut essayer de... Pardon ? Moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre apparemment, mais on peut néanmoins voir parfois dans certains délires paranoïaques, je pense à un patient qui avait un délire de machine influencée dans son immeuble, voir poindre des sous-jacences qui, lorsqu'on arrive dans un long travail d'écoute qui peut prendre des années à les mettre à jour, finissent par comme crever l'abcès de certaines sténies délirantes paranoïaques. Juste un mot, le patient dont je parlais qui avait un délire où il y avait dans l'immeuble des gens qui avaient une machine qui arrivait à lire toutes les pensées des gens qui... Oui, c'est classique ça, c'est classique. C'était un truc assez extraordinaire parce qu'il était venu me voir juste avant que je devais présenter dans un séminaire le texte de Victor Toss sur la machine influencée. Oui, Toss, oui. Et une heure avant, ce gars se pointe et me raconte une histoire extraordinaire de machine influencée. Mais après tout un travail, puisque je l'ai suivi, il n'a jamais voulu prendre de traitement, ce monsieur-là. Et en fait, on s'est rendu, monsieur, peu à peu, il a pu crever l'abcès et dire qu'en définitive, quand il était jeune à la guerre d'Algérie, il avait été obligé de soumettre des félagas à la GGN et à les faire parler. Et un jour, il me dit, je lui dis, mais cette machine qui faisait l'objet de son délire quand même, d'après vous, d'où est-ce qu'elle vient? Et il me dit, pour moi, elle a été récupérée dans une espèce de truc de rebut. Et je lui dis, mais ça venait d'où ça? Et il me dit, pour moi, ça venait d'Algérie. Oui. C'était un truc de l'armée. Oui, oui. Et donc, il y avait quand même, il était fou, mais il y avait quand même, quand on voulait essayer de comprendre un petit peu, et quand il a pu, en définitive, parler du fait qu'il n'avait jamais pu faire avant, on l'avait obligé à torturer des gens, il a parlé jusqu'à la mort, hein, et bien au fond, son délire s'est atténué, était beaucoup moins sténique, beaucoup moins, et puis il a fini par ne plus entendre. Et la machine, oh oui, je me dis qu'elle est peut-être encore là, mais je me demande si elle n'est pas en panne en ce moment. Voilà, c'était extraordinaire, mais il n'a jamais pris une goutte de neuroleptique. J'ai tout essayé. Non, la plupart du temps, les paranoïaques ne veulent pas prendre de traitement. Mais là, ils ne veulent pas. Tous les paranoïaques, c'est pas comme ça, mais parfois on peut trouver en arrière-plan, et je pourrais citer 50 exemples, Oui. des histoires assez incroyables de vie de famille qui remontent parfois à une ou deux générations et qui constituent des éléments. Alors, ça n'explique pas la mécanique par laquelle des tas de gens confrontés à la même situation ne deviennent pas pour autant des fous délirants. Hein, donc, il y a bien une maladie intrinsèque qui fait que ça se met à délirer, mais n'empêche qu'il y a quand même dans le délire souvent des éléments qu'on peut tangibles, qu'on peut essayer de oui, tout à fait. Avec beaucoup de prudence, parce qu'il ne s'agit pas d'apparaître du côté des persécuteurs à son tour, et c'est très, très délicat. Hein. Je ne pense pas que c'est à portée de main de quelqu'un qui débute dans le métier. Ça, sans doute pas. Non. Mais tu sais, ce que tu dis là, ça rejoint quand même tout à fait ce que je disais tout à l'heure à propos du primum movens, hein, et du moment émotionnel, des moments émotionnels qui caractérisent les débuts de la paranoïa. Mais est-ce que c'est une explication suffisante, concluante? Pas sûr. Mais ça peut être tout à fait intéressant de faire ce travail comme tu l'as fait avec ce patient. Hein. Oui, ça peut être même une forme de délivrance, hein, éventuellement, hein, de libération. Oui. Y compris avec un psychotique pareil, je n'avais pas le choix de toute façon. Non, pas le choix. Il n'a jamais hospitalisé, il n'a jamais fait personne dans son immeuble, mais je pense que j'ai été psychothérapeute, malgré moi, peut-être. Oui, certainement. Mais Freud fonctionnait un peu comme ça. Je vais vous dire un petit peu comment, si j'ai le temps, pas beaucoup de temps, en 2 minutes, j'aurais pas fait la moitié du chapitre, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je vais vous expliquer un petit peu comment Freud fonctionnait par rapport à la remarque de Dr Joé. Comment Freud fonctionnait dans les premiers temps de sa pratique. Hein. Freud disait ceci, il y a des gens qui développent des symptômes névrotiques. Alors par exemple, ils sont obsessionnels,
Ou alors ils sont phobiques, par exemple, ils sont phobiques. Bon, voilà. Ça, c'est ça. Et puis, si vous leur demandez à ces gens-là, disait Freud, à quoi vous rattacheriez ça? Dites-moi, donnez-moi un souvenir qui vous permettrait de rattacher vos problèmes actuels à ce souvenir. Essayez de me trouver un souvenir qui ferait le lien, un petit peu entre ces deux choses-là. Le souvenir. Alors, souvenir, point d'interrogation. Alors, ce n'était pas toujours facile. Beaucoup de patients disaient « mais non, je ne me souviens de rien ». Et puis Freud, il insistait beaucoup. Hein. Freud était très « mais si, allez chercher bien, vous allez trouver », etc. Et donc, les gens trouvaient un souvenir. Finalement, trouvaient un souvenir. Et Freud avait appelé ça un souvenir écran. Un souvenir écran. Donc là, vous voyez, ça va dans ce sens-là. Vous avez la symptomatologie névrotique. Là, il ne s'agit pas de psychose. Vous avez un souvenir écran. Pourquoi est-ce que Freud disait que c'était un souvenir écran? Eh bien, parce qu'il disait, à chaque coup, lorsque quelqu'un me amène comme ça un souvenir de manière assez facile, presque spontanée, ce n'est pas ça la vraie cause de son tourment. Il y a derrière ce premier souvenir un autre souvenir qui est caché. Derrière souvenir écran, il y a un autre souvenir enfoui, souvenir refoulé. Souvenir refoulé. Et disait-il, presque toujours d'ordre sexuel. Presque toujours d'ordre sexuel. C'est ce qu'on retrouve dans l'homme au loup d'ailleurs. Je vous en parlerai la prochaine fois de l'homme au loup sans doute. Et donc, Freud torturait d'une certaine façon, si vous voulez, ses patients pour qu'ils en arrivent au bout d'un certain temps à se libérer suffisamment psychiquement pour pouvoir faire surgir le souvenir refoulé. Chez l'homme au loup, c'était qu'il avait vu ses parents faire l'amour alors qu'ils n'avaient qu'1 an. Hein? Et Freud a réussi à faire ressurgir ce souvenir chez l'homme au loup de ses parents faisant l'amour devant lui, puisqu'il était tout petit, il avait qu'1 an. Il a réussi à faire ressurgir ce souvenir-là, et donc il a réussi à ramener l'homme au loup à ce souvenir refoulé, ce qui n'était pas du tout évident. Mais ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est que cette pratique du souvenir écran là, de Freud, eh bien, il l'a abandonnée. Il a abandonné cette pratique-là. Je crois que c'est en 1897, il a écrit une lettre à un de ses amis qui s'appelait Fliss, qui était un chirurgien ORL complètement fou, et à qui il a écrit « Tu sais, il faut que je te dise un grand secret, j'ai abandonné ma doctrine. J'ai abandonné ma doctrine, c'était ça sa doctrine. Je l'ai abandonnée, ça ne mène à rien, ça ne mène qu'à des échecs. » Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça maintenant. Parce que quand on parle de la théorie du trauma, ça n'est ni plus ni moins que ça. Hein. Si on fouille un peu, si on va un peu loin, ça rejoint tout à fait la théorie du trauma dont tout le monde se sert actuellement, de manière outrancière d'ailleurs. Hein. Et bien Freud, lui, en 1897, il avait dit « c'est stupide comme système, c'est stupide, ça ne sert à rien, ça ne mène à rien, c'est un échec ». Il était dépressif, il en a fait une dépression de ça, Freud, à ce moment-là. Après, il a rebondi, il est parti vers le moi, le ça et tous ces machins-là, les instances psychiques de Freud. Mais cette façon de voir les choses et d'analyser, il y a plusieurs cas comme ça. Il y en a un que je vous lirai peut-être aussi parce qu'il est très court, qui s'appelle le cas Katharina, que j'ai déjà lu aussi. Il s'agit d'une jeune fille qui est dans les Alpes autrichiennes en vacances et que Freud rencontre par hasard sur un chemin. Je ne vais pas vous le raconter aujourd'hui, mais juste au début comme ça. Et lui, il est à l'hôtel, Freud, dans les Alpes autrichiennes. Et cette jeune fille, elle travaille comme servante dans l'auberge. Et elle a un tourment qui la tourmente. Hein, elle est très tourmentée. Elle est très angoissée. Très, très angoissée. Et elle a vu dans le livre de réception de l'hôtel que Freud était médecin. Alors Freud était en train de se promener dans la montagne des Alpes autrichiennes et il rencontre cette jeune fille qui faisait une balade. Et elle lui dit « Monsieur n'est-il pas docteur ?» Alors Freud, il est emmerdé, il dit « Merde. Non, je vois pas. Non. Ah mais si, monsieur, je l'ai vu sur le livre. Vous ne pouvez pas me dire non, je l'ai vu sur le livre le registre de l'hôtel. Ah oui, ah bon, d'accord, oui. » Alors il est bien embêté. Et alors je ne vous la raconte pas aujourd'hui puisque je vous la lirai. Mais il dit ceci, Freud, il dit «
c'est la première fois que je fis une psychanalyse au sommet d'une montagne. Hein. Voilà, une psychanalyse au sommet d'une montagne. Et c'est vrai qu'il l'a fait jusqu'au bout, quoi. Et c'est-à-dire qu'il est allé dénicher chez cette jeune fille le souvenir refoulé. Il a réussi, en quelques séances, sur les chemins montagneux, à arriver jusqu'au souvenir refoulé de cette jeune fille, mais c'est un souvenir qui n'a pas éclos tout de suite. Elle a donné d'abord un souvenir écran qui a tenu pendant longtemps, et que Freud a eu beaucoup de mal à faire tomber ce souvenir écran-là. Voilà, c'est pour ça. J'arrête là parce qu'il est 7h30. Y a-t-il encore des gens parmi vous qui n'ont pas le livre et qui souhaiteraient l'avoir? Ah oui.